Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo qui sera probablement assez longue pour tout savoir sur la création d'un OF, la création d'un organisme de formation. On commence avec les 4 grandes étapes pour arriver à l'objectif final qui est de former. Donc on va voir assez rapidement sur ces 4 étapes. Il y en a 2 qui sont éventuellement facultatives, ça dépend de là où vous en êtes et de ce que vous souhaitez faire. La première étape, c'est la création d'une société ou l'obtention d'un SIRET. Donc, pour avoir une activité de formation, vous devez obligatoirement avoir une entreprise. On verra tout à l'heure, ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une SASU, peu importe, mais il vous faudra un numéro SIRET. À ce numéro SIRET, on va déclarer votre activité de formation. Donc, point important, vous pouvez avoir une entreprise dans le marketing et déclarer sur cette activité de marketing une activité de formation. Ce n'est pas incompatible. Une fois que vous avez déclaré cette activité de formation, donc on verra tout à l'heure comment, la troisième étape, c'est l'obtention de la certification Calliope. Donc c'est quelque chose que vous avez probablement déjà entendu, donc c'est pas obligatoire, vous pouvez avoir un organisme de formation, vous pouvez former sans être certifié Calliope, mais on le verra que ça réduit quand même pas mal le champ des possibles et ça risque de freiner le développement de votre activité. Et une fois que vous avez donc votre entreprise, vous avez déclaré votre activité de formation, vous avez obtenu la certification Calliope, dans ce cas-là, vous allez pouvoir dispenser vos formations et être considéré vraiment comme soit un formateur indépendant, soit une entreprise dans la formation, que ce soit entreprise ou une activité principale ou une activité secondaire. Première étape, on l'a dit, la création de la société. Donc pour ça, il existe de nombreux statuts juridiques. Ça peut être la micro-entreprise, ça peut être une société, SARL, SASU, SAS, peu importe, ça peut être une association. Le plus important, c'est d'avoir un numéro SIRET, parce que ça, ce numéro SIRET, on va pouvoir ensuite déclarer l'activité de formation. Quel statut juridique choisir? Là, ça dépend vraiment de votre projet. Si vous savez que vous allez travailler tout seul, que vous n'allez pas dépasser les 77 000 euros de chiffre d'affaires et que vous n'avez pas trop de charges, dans ce cas-là, la micro-entreprise, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Au contraire, si c'est vraiment une activité principale que vous souhaitez faire de la publicité, donc vous allez créer des charges, vous souhaitez embaucher, dans ce cas-là, peut-être partir plutôt sur une société pour pouvoir ne pas limiter le projet, ou bien vous pouvez commencer par la micro-entreprise et ensuite évoluer sur une société. C'est également possible et ça n'a pas trop d'incidence, que ce soit sur votre activité de formation ou sur la certification Calliope. Donc c'est aussi une possibilité. Commencer en micro et ensuite développer une société si vous dépassez les plafonds ou si vous avez envie d'évoluer, de créer des charges par exemple. Pour ça, mon meilleur conseil, renseignez-vous auprès d'un expert comptable. Comme ça, vous aurez une réponse personnalisée et claire par rapport au projet que vous souhaitez mettre en œuvre. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi solliciter sur le site Amalia une demande, un échange de 30 minutes où je vous aiderai aussi à éventuellement choisir le meilleur statut pour vous pour commencer dans la formation. Une fois que vous avez donc votre numéro SIRET, une fois que vous avez créé une société ou que vous êtes micro-entreprise, ce qu'il va falloir faire, c'est déclarer votre activité de formation. Donc pour ça, il faut aller sur une plateforme, la plateforme ou le site internet mesdémarches.emploi.gouv et c'est sur ce site internet que vous allez pouvoir développer et déclarer votre activité de formation. Donc cette démarche-là, on ne va pas en parler dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui arrive juste après. Mais voilà, gardez à l'esprit que tout se passe sur ce site internet qui est en gras, mesdémarches.emploi.gouv. Les démarches administratives pour créer un organisme de formation en France sont nombreuses et complexes. Il convient de bien préparer sa demande. Donc ça, je l'ai rajouté. C'est vrai qu'il y a quelques années, aujourd'hui on a sur la vidéo en août 2024, il y a même 1 an, 2 ans, c'était très simple de déclarer son activité. Vous envoyez les pièges, même si c'était pas forcément ce qui est attendu, ça passait. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a eu tellement d'arnaques, notamment avec le CPF, que les barrières, ils les mettent dès le début. Et dès le début, c'est la déclaration de l'activité. Donc, c'est vraiment beaucoup plus complexe maintenant d'avoir son numéro d'activité. Donc, préparez bien votre dossier et limitez le nombre d'erreurs. Donc, ça, on le verra juste après. Et on le verra surtout dans l'autre vidéo qui est vraiment dédiée à l'obtention d'un numéro d'activité
qui est égale à la déclaration de votre activité de formation. Qui est concerné par la déclaration d'une activité de formation? Donc, est concerné par la déclaration d'activité toute personne physique ou morale exerçant l'une des actions de développement des compétences suivantes. Des actions de formation, c'est-à-dire des formations généralement pour adultes, c'est le cas dans 80-90% des cas. Des bilans de compétences, la VAE aussi, des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Et tout ce qui concerne aussi les actions de formation par apprentissage. Donc là, c'est les CFA, mais dans 80% des cas, on se retrouve dans les actions de formation pour adultes. Les prestataires proposant des formations à des particuliers dans leurs activités de loisirs et les entreprises qui réalisent pour leur personnel en interne des formations professionnelles par leurs propres moyens ne sont quant à elles pas concernées. Donc si vous êtes une entreprise et vous souhaitez former uniquement vos salariés en interne, vous n'avez pas besoin de déclarer votre activité de formation. En revanche, si vous avez une entreprise dans le marketing ou si vous avez une entreprise et que vous vendez un logiciel et que vous souhaitez former vos clients, dans ce cas-là, vous avez besoin de déclarer votre activité de formation. Quand déposer sa déclaration d'activité? Donc, vous devez déposer votre déclaration d'activité dans les 3 mois qui suivent la conclusion du premier contrat ou de la première convention de formation. Donc, un contrat de formation, c'est plutôt pour les personnes physiques. Vous souhaitez former une personne physique. Par contre, quand vous formez les salariés d'une entreprise, dans ce cas-là, vous devez transmettre une première convention de formation. Donc, en fait, pour déclarer son activité de formation, vous devez déjà avoir réalisé une première formation. Ça, c'est important. Et en fait, les justificatifs, c'est ça qu'il faudra envoyer pour déclarer votre activité. On voit ça juste après. Et ça, du coup, vous devez le faire dans les 3 mois qui suivent la première formation que vous avez dispensée. Ou dispenser ou déposer sa déclaration d'activité, on l'a déjà vu, hein, c'est sur le site mesdémarches.emploi.gouv. Tout se fait sur cette plateforme-là. Et encore une fois, je vais créer une vidéo exclusivement pour cette étape-là. Donc, vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Quel document dois-je joindre à mon dossier? Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, on vous demande de joindre plusieurs justificatifs. C'est notamment un CABIS de moins de 3 mois, CABIS de la société. Un extrait du casier judiciaire du responsable de l'organisme de formation. Donc ça, c'est normalement moins de 3 mois aussi. Bon, ils sont assez tolérants là-dessus pour l'instant. Je vous conseille quand même d'avoir un extrait casier judiciaire de moins de 3 mois. La liste des formateurs et leur CV. Le CV, c'est important, hein, c'est montrer que les formateurs ou ceux qui vont dispenser des formations sont bien compétents pour le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer les CV des formateurs et également tous ceux qui vont intervenir dans l'organisme de formation pour dispenser les formations. Le CV et les motivations de votre ou de vos apprenants. Donc ça, c'est important aussi. C'est quelque chose qui n'était pas demandé avant et là maintenant qui est de plus en plus. Donc je pense qu'ils ont un peu changé le process. Mais si vous dites que vous formez un tel sur telle thématique, maintenant ils vont chercher à comprendre les motivations pour être sûr que c'est pas une formation bidon. Encore une fois, pour être sûr qu'il y a un vrai projet de formation pour votre entreprise. Le programme de formation, ça c'est demandé pour vérifier si ce que vous dispensez c'est bien de la formation, que c'est pas du conseil, que c'est pas du coaching et que c'est pas de la sensibilisation non plus. Logiquement, votre programme de formation doit être supérieur à 4 ou 5 heures. En dessous de 4 ou 5 heures de formation, ils vont considérer que c'est de la sensibilisation puisque vous n'allez pas assez loin dans la transmission des connaissances, des compétences et dans ce cas-là, ça risque d'être refusé. Vous devez aussi, on a déjà parlé, envoyer le premier contrat ou la première convention de formation. Donc, pour rappel, convention de formation pour les personnes morales, si vous formez par exemple les salariés d'une entreprise, premier contrat de formation si vous formez une personne physique. Vous envoyez votre dossier, il y a une étude de votre dossier et vous pouvez rencontrer un cas de refus. Donc, soit lorsque vous avez envoyé votre dossier, il manque éventuellement des pièces, donc il demande des informations supplémentaires, des documents supplémentaires, soit ils refusent directement, ils peuvent refuser pour différentes raisons. La première, les prestations prévues ne correspondent pas à l'une des actions de développement des compétences mentionnées à l'article L6313-1 du Code du travail. Donc c'est ce que je disais, hein. Si vous dites que c'est de la formation et on comprend que c'est du coaching, c'est une prestation de service, hop, ça sera refusé
directement. Pareil, si c'est une formation de 3 heures, ils vont dire non, c'est pas de la formation, c'est de la sensibilisation. Hop, ça sera refusé également directement. Deuxième point, si les dispositions relatives à la réalisation de la prestation ne sont pas respectées, donc là on s'appuie sur la première formation, donc il va falloir aussi envoyer des pièces justificatives. Donc ça c'est important, ça peut mener aussi au refus. Tout comme la troisième raison, le dossier est incomplet. Si vous n'envoyez pas toutes les pièces justificatives, dans ce cas-là, ça peut être un refus. Des fois, ils demandent des pièces complémentaires. Si vous ne répondez pas dans le temps imparti, c'est pareil, ça peut mener au refus de votre dossier. Vous avez obtenu votre numéro d'activité, c'est bon. Donc le numéro d'activité, c'est-à-dire que vous avez déclaré votre activité de formation. Vous êtes désormais un organisme de formation ou vous êtes formateur indépendant. Quelles sont maintenant vos obligations? Donc il y a pas mal d'obligations dans la formation professionnelle. On va les survoler. Pareil, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais dans le cadre de cette vidéo, on va juste les mentionner. Donc, les actions de formation professionnelle sont encadrées par de multiples règles et strictement contrôlées. Il y a de plus en plus de contrôles, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Maintenant, il y a de plus en plus de contrôles de la DRETS lors de l'étude du dossier et même après. J'ai eu des clients qui se sont fait contrôler 1 an plus tard pour regarder si finalement le paiement de la première formation avait bien été reçu. Donc ça, c'est important. Il y a de plus en plus de contrôles de la DRETS et même des OPCO. Ceux qui financent la formation, on le verra plus tard, il y a de plus en plus aussi de contrôles. Ce qui est normal, il y a eu tellement d'abus, tellement de triches, que maintenant ils contrôlent et les sanctions sont de plus en plus importantes. Donc c'est une bonne chose, mais c'est vrai que pour ceux qui travaillent bien, ça complique un peu le process. Les organismes de formation doivent notamment effectuer une déclaration d'activité. Donc ça, on l'a vu, c'est fait, on a obtenu notre numéro d'activité, on est bon. Dès que vous êtes organisme de formation, tous les ans, vous allez devoir soumettre un bilan pédagogique et financier. Donc, c'est un document qui retrace toute l'activité de votre organisme de formation, de tout ce qui concerne vos formations. Donc ça, c'est un document qui est à remplir tous les ans, qui est un peu chiant à faire les premières années, mais une fois que vous avez la main, normalement, ça se remplit assez bien. Vous devez respecter des modalités spécifiques de contractualisation, utiliser les bons documents. Petite parenthèse, attention aux documents que vous trouvez même sur le site de la DRETS qui, eux, vous contrôlent. Ils peuvent vous dire, mais le document que vous avez pourtant trouvé sur notre site internet ne correspond pas à nos attentes. Ça m'est déjà arrivé pour un client où finalement le document qu'on avait pris sur le site de la DRETS, quand ils l'ont contrôlé, ils ont dit qu'il n'était pas conforme. Donc faites attention aux documents que vous trouvez sur les sites internet. Et c'est pour ça que sur les documents que je propose dans mon pack de documents sur Certiformat, vous êtes sûr que tous les documents sont conformes aux attentes des DRETS. Respectez des règles comptables spécifiques, donc vous devez avoir une comptabilité qui est séparée. Ça, c'est surtout intéressant et important. Si vous avez une entreprise avec 2 activités différentes, une activité principale et une activité de formation, sachez que quand vous déclarez votre activité de formation, vous devez avoir une comptabilité séparée. Donc ça, c'est important et c'est important de prendre le pli dès le début. Vous devez aussi informer les stagiaires, respecter des obligations, les délais de rétractation, les demandes de paiement aussi. Tout est réglementé. On ne va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais je referai sûrement une vidéo par rapport à ça pour que ce soit le plus clair possible pour vous sur cette partie réglementation. Les documents obligatoires dans la formation, donc pareil, j'en fais mention dans cette diapo, on ne va pas s'attarder trop longtemps non plus. Le programme de formation, donc ça c'est important pour être sûr que c'est bien de la formation, pour que vous donniez un maximum d'informations aussi aux apprenants, aux prospects. Donc ça, important. Le contrat, la convention de formation, donc comme je vous disais, ça ce sont des documents qui sont très très importants, tout comme le contrat de sous-traitance, tout est normé. Donc ça, c'est important d'utiliser les bons documents parce qu'en cas de contrôle de l'adresse ou d'un OPCO, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Le règlement intérieur, ça c'est quelque chose, c'est un document qui est obligatoire que vous devez créer dans les 3 mois après la déclaration de votre activité de formation. Donc pareil, règlement intérieur, si demain vous avez un contrôle de l'adresse, les instructeurs voudront voir votre règlement intérieur. Donc ça, vous devez obligatoirement en avoir un. C'est pour ça que dans les packs de documents Certiformat que je propose, je mets toujours un règlement intérieur, peu importe le
la demande, que ce soit pour Calliope ou pour la déclaration de votre activité de formation, vous avez toujours un modèle de règlement intérieur. Des feuilles d'émargement, c'est important aussi, parce que si, notamment demain, vous travaillez avec des OPCO et que vous recevez de l'argent public, il faudra justifier de la bonne réalisation de la formation. Donc, montrer que tel apprenant, il était bien présent le 14 novembre, et pour ça, regardez, il y a sa signature sur la feuille d'émargement. Donc ça, c'est très important. Tout comme le certificat de réalisation qui dit Maxime Pellerin, il a bien suivi notre formation marketing digital de telle date à telle date. Voilà son score à l'évaluation finale. Et voilà. Il y a d'autres informations à noter sur ce certificat de réalisation, mais c'est vraiment un document qui est important et que vous devez avoir directement quand vous démarrez dans la formation. L'exonération de TVA, donc ça c'est quelque chose qui est important aussi pour vous à savoir, c'est que les organismes de formation de droit privé ayant déclaré leur activité peuvent choisir d'être exonérés de la TVA pour les opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle uniquement. Donc, tout ce qui concerne la formation, vous pouvez être exonéré de TVA, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de facturer la TVA. La demande d'exonération est possible à tout moment. Et point important, et c'est pour ça que c'est mis en gras, c'est que faites attention parce que si vous avez une activité ou une entreprise avec deux activités, l'exonération de TVA, c'est uniquement sur ce qui concerne la formation professionnelle. C'est pour ça que vous devez avoir deux comptabilités séparées et c'est pour ça que dans certains cas, c'est peut-être mieux de créer une nouvelle structure juridique parce que en cas de contrôle, ça peut être un peu compliqué dans certains cas. Pour être exonéré de TVA, les organismes de formation doivent compléter et renvoyer le formulaire CERFA 10219 16 en 3 exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de votre région. Très compliqué, hein, enfin très compliqué. Je pense qu'il y aura forcément dans quelques mois une procédure un peu plus simple, mais aujourd'hui, pour être exonéré de TVA, il faut envoyer un formulaire CERFA, il faut compléter à la main, l'envoyer en 3 exemplaires par lettre recommandée. Et le service concerné, l'adresse concernée, dispose d'un délai de 3 mois pour accorder ou refuser l'attestation. Et à défaut de réponse, l'attestation est réputée accordée. Donc ça, c'est important, ça peut être bien pour vous, hein, surtout si vous travaillez avec des personnes physiques. Forcément, si vos tarifs ils peuvent baisser de 20% ou même d'un peu plus parce que vous ne facturez pas la TVA, c'est quand même bon à prendre pour vous. Par contre, si vous travaillez toujours avec des clients personnes morales, dans ce cas-là, à voir si c'est vraiment intérêt pour vous. Mais voilà, dans certains cas, ça peut être vraiment intéressant pour vous d'être exonéré de la TVA. Autre étape, donc vous avez déclaré votre activité de formation, vous avez créé votre entreprise, vous avez déclaré votre activité de formation, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez former. Pour que vos clients puissent bénéficier de financements publics, les OPCO, les FAF ou même le CPF, la prochaine étape, c'est d'obtenir la certification Calliope. Donc certification Calliope, on va le voir très rapidement hein, parce qu'il y a une autre vidéo, il y a même plein de vidéos sur ma chaîne par rapport à ça. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que cette certification Calliope, c'est une certification qui est qualité, qui est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. Donc, comme ce que je disais, hein, si vous avez une formation et vous souhaitez que vos clients puissent utiliser des fonds OPCO ou des fonds FAF, enfin des fonds publics pour payer leur formation, vous devez être certifié Calliope. Cette certification Calliope elle concerne les organismes proposant les actions suivantes, de formation, donc ça on l'a dit, hein, ça représente 80% des cas, des bilans de compétences, des apprentissages ou des actions par apprentissage et tout ce qui concerne l'AVAE aussi. Donc tous ceux qui font de la formation, entre guillemets, sont concernés par cette certification Calliope. Les objectifs de cette certification, attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Donc, en gros, c'est être sûr que l'organisme de formation qui a Calliope, il a mis en place une démarche qualité. Ça permet aussi d'avoir une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Donc ça permet, il y a des sites internet qui existent, hein, que je pourrais vous mettre en description, qui permettent de savoir qui est certifié Calliope et qui ne l'est pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. 2 points importants, une fois que vous avez votre certification Calliope, ou qui a cette certification Calliope, c'est l'organisme de formation.
C'est vous avez un numéro d'activité, puisque vous avez déclaré votre activité de formation, et c'est ce numéro, c'est cet organisme-là qui est certifié Calliope. Calliope, c'est pas une formation, c'est pas la formation qui est certifiée Calliope, c'est l'organisme qui a une formation, mais c'est cet organisme-là qui est certifié Calliope. Point important aussi, une fois certifié, donc l'organisme de formation doit respecter les engagements qualité sur toutes les formations. Donc ça, c'est important. Je ne m'étale pas trop sur le sujet parce qu'encore une fois, ça fait partie d'une autre vidéo qui est vraiment dédiée à la certification Calliope. Une fois que vous avez Calliope, donc vous pouvez aller sur différents financements. Le plan de développement des compétences, donc surtout les financements des OPCO. L'objectif est de permettre aux entreprises d'accompagner leurs salariés en développant leurs compétences, c'est-à-dire que chaque entreprise, chaque année, ils cotisent et chaque année, ils ont un budget pour pouvoir former leurs salariés. Donc ça, c'est les fameux OPCO. Et il y a aussi pour les indépendants ou les travailleurs non salariés, le fonds d'assurance formation, le fameux FAF. Les indépendants donc, ou les travailleurs non salariés versent, comme les entreprises, une contribution chaque année auprès d'un FAF et cela leur assure la prise en charge de tout ou partie de leurs frais de formation. Donc là, vous avez vraiment deux plans différents. Les OPCO, donc pour les entreprises, pour les salariés des entreprises, ou les FAF pour les indépendants et les travailleurs non salariés. Vous avez ensuite le fameux CPF, le compte personnel de formation, donc qui permet à tout salarié d'acquérir des droits de formation, 500 € chaque année dans la limite de 5 000 €. Point important, c'est que l'obtention de la certification Calliope vous permet d'obtenir des financements OPCO et FAF, mais pas encore CPF. Il y a encore une autre étape qui est plus compliquée pour que vos clients puissent mobiliser leur financement, des financements CPF pour payer vos formations. Mais avec Calliope, vous avez déjà ces deux dispositifs-là qui sont déjà avec lesquels vous pouvez déjà travailler et bien travailler. Pour cette partie CPF, je referai probablement une vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué et qui s'est pas mal durci ces dernières années, encore une fois, avec tous les arnaques qu'il y a eu au CPF. Donc c'est vrai qu'avant, c'était une étape, vous aviez Calliope, automatiquement presque, vous pouviez toucher des financements CPF. Maintenant, il y a une étape qui est beaucoup plus compliquée et qui vraiment nécessiterait une autre vidéo, ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Voilà, concernant la déclaration d'un organisme de formation, donc j'espère que vous y voyez beaucoup plus clair. Comment je peux vous aider, moi, pour créer votre organisme de formation et pour vous lancer dans la formation? Sur mon site Certiforma, je vends des packs de documents, donc avec des vidéos pour pouvoir justement déclarer votre activité de formation, ouvrir un organisme de formation. Donc ce sont des outils qui sont personnalisables, des documents qui sont personnalisables, qui sont conformes aux attentes de la DRETS, aux attentes aussi de Calliope, puisque je pense que quand vous créez votre organisme de formation, presque automatiquement, vous allez sur Calliope. Donc, tous les documents sont conformes, sont mis à jour et surtout, sur chacun des documents, vous avez des conseils et des recommandations pour aller un peu plus loin que ce qui est attendu. Donc, ça, c'est important pour bien démarrer dans les bonnes conditions. Si vous souhaitez de l'accompagnement personnalisé, je peux aussi vous accompagner dans le lancement de votre activité de formation, avec la déclaration de votre activité de formation, avec Calliope. C'est un accompagnement d'une 20aine d'heures environ, donc s'il y a besoin de plus, on passe plus de temps. Tout se fait en visioconférence, on s'appuie sur les documents qui sont proposés sur le site Certiforma. Donc je m'occupe avec vous de déclarer votre activité de formation. On s'occupe ensemble de mettre en œuvre une démarche qualité Calliope, comme ça à la fin, vous avez une activité de formation qui est déclarée, vous avez votre organisme qui est certifié Calliope, donc ce qui vous permet ou ce qui permet à vos clients d'obtenir directement ou de mobiliser des financements publics, des OPCO ou des FAF. Donc vous avez vraiment tout pour bien démarrer dans la formation. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, vous le mettez en commentaire et puis je ferai les vidéos assez rapidement.